bonjour à tous. On est déjà une quinzaine, on attend normalement une trentaine de participants. Je vous propose de commencer à vous présenter les premiers éléments. De toute façon, ceux qui nous rejoindront pourront prendre sans problème en cours de route. Donc, je suis Pauline, chargée de mission relations adhérents événementiels et facilitatrice de la communauté ADN Data. Donc, bon, vous connaissez maintenant bien le fonctionnement des visios. J'ai plus grand-chose à vous apprendre, mais n'hésitez pas à mettre un casque, à couper votre micro et votre caméra si vous ne prenez pas la parole, sachant que, comme vous savez, pour les pauses café, contrairement aux webinaires, vous pouvez prendre la parole à l'oral. Je vous expliquerai ça un tout petit peu après. Vous avez quand même le chat si vous voulez envoyer des messages aux participants. Si vous souhaitez prendre la parole au moment de parole dédiée, comme vous serez beaucoup, ce qu'on vous invite à faire avec l'équipe, c'est de lever la main dans le module participant. Vous avez normalement une petite main en bas de l'espace ou alors un mot qui vous permet de lever la main. Comme ça vous permet de prendre la parole et de fluidifier les échanges. Et puis, on vous mettra un petit klaxon à la fin pour que vous puissiez nous donner votre avis sur cet événement. Autre chose que je voulais vous préciser, donc, c'est que les pauses café, donc sobriété numérique et green data, s'arrêtent aujourd'hui, mais il y aura un dernier événement, donc une pause apéro, éthique et data, donc le 11 février de 18h à 19h. Donc l'idée, c'est de faire un bilan après ces 4 pauses café avec 2 retours d'expérience de celui de Traxal qui aura été le fil conducteur de toutes ces pauses café et une intervention de Orange. Et ensuite, un débat avec vous, parce que c'est important sur ces pauses, qu'elles soient café ou apéro, c'est le débat et les échanges avec vous. Voilà, j'en ai suffisamment dit. Je cède la parole à Arnaud, donc, qui fait partie du groupe Éthique et Data sur la suite. Merci à tous et bonne pause café. Donc, Merci. bonjour à tous. Donc, sur cette pause, on va avoir 3 temps. Donc, Pauline, tu peux passer au slide suivant. Donc, un premier temps assez rapide où on va rappeler un peu le contexte donc, du sujet et puis des pauses éthique et data. Ensuite, on va vous présenter quelques exemples sur les usages. Donc, comment encadrer les usages et notamment essayer de voir comment on peut essayer de réduire les impacts des usages sur l'empreinte carbone. Et à l'issue en fait, de ces quelques exemples, on vous proposera donc de débattre, pour échanger tous ensemble. Donc, tout d'abord, un rapide rappel en fait, du contexte. Donc, en fait, on en est à notre 4e pause café sur le sujet qui nous intéresse, qui est donc comment rendre un projet sur la data plus green. Donc, tu peux passer au slide suivant. On avait fait une première pause. Alors, voilà. On avait fait une première pause en fait qui était sur laquelle on avait donné un peu une vision d'ensemble du sujet. Ensuite, on s'était attelé à la partie infra, donc comment agir sur ce levier-là pour réduire en fait l'impact d'un projet data, l'impact sur l'environnement. Le deuxième axe, c'était comment on était autour du green code, comment agir sur le code pour essayer de réduire les effets en fait sur l'empreinte écologique. Et donc lors de cette pause, on nous avait suggéré donc d'adresser aussi le sujet des usages. Donc comment on peut encadrer les usages ou en tout cas agir sur les usages pour limiter l'impact d'un projet sur l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui. Et comme l'a dit Pauline, à l'issue en fait de cette dernière pause café, on aura un REX avec donc le client pour lequel le projet a été développé pour pouvoir remettre tout ça en perspective et échanger une dernière fois sur ce sujet avec vous tous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer à vous présenter quelques exemples. Alors, je vais prendre la main, c'est moi, Christian Bonin. En fait, je vais parler de ma petite TPE à moi, Integral MD. Pour faire simple, en septembre-octobre dernier, j'avais décidé de faire refondre complètement mon site web. Et puis, comme on était déjà en train de réfléchir à ces postes cafés, avant la modification, je suis allé l'analyser avec un site qui s'appelle EcoIndex. Comme ça m'a donné une petite idée de ces ultra mauvaises performances et sa très très mauvaise empreinte environnementale. Vraiment pourri. Et du coup, j'étais classé carrément en bas de tableau. Je crois que j'étais dans les 4% les pires sites web.
Bon, en même temps, j'avais fait mon site à la main, comme toutes les TPE, et un peu n'importe comment depuis 7 ans, donc ça s'accumulait dans tous les sens. Donc, j'ai décidé de confier les bébés à des gens un petit peu spécialistes de l'épurage ou de l'appurage, je ne sais pas comment on dit. Et puis, on a passé 2 mois de travail, alors de leur côté un peu plus acharné que du mien, et on est passé sur des positions bien meilleures, on va voir ça après, sur à peu près 45% des meilleures pages. Donc, je ne sais pas trop comment on peut citer ça, mais en tout cas, dans la meilleure moitié des pages. Pauline, si tu peux mettre la petite vidéo, je parlerai en même temps. Enfin, c'est une vidéo sans son, c'est juste que ça va vous donner les résultats. Donc voilà, la performance environnementale. Un Coindex vous propose différents outils. Il montre l'empreinte en consommation d'eau ou en émission de gaz à effet de serre. La complexité de la page, et donc on l'a bien améliorée largement. Et puis également la bande passante. La page qui était trop lourde est devenue franchement pas trop mal, mais encore il y a des choses à faire. Et au niveau des allers-retours sur la charge serveur, c'était nettement mieux. Donc voilà les résumés de ce que ça a pu donner en 2 mois de travail, gentiment. La complexité de la page a été divisée par 4, la bande passante également, la charge serveur a été divisée par 8. Et alors, comment on a fait? On a simplifié la page, on a optimisé beaucoup de choses, notamment les effets visuels, c'est tout con, mais voilà, on a réduit plein de choses. On a amélioré tous les liens, on a réduit aussi un certain nombre de textes. Et on a optimisé les images à la fois en amont et dans le site, dans les différentes pages, en réduisant le poids de chargement par l'utilisateur, en faisant en sorte que la même image puisse être utilisée aussi bien en responsive sur une tablette, un smartphone ou un ordi. On a réduit aussi les contenus vidéo pour les optimiser à mort. On a abaissé également le nombre d'éléments qui se chargeaient dans le cache, de façon à ce que c'est un petit peu la même problématique que sur le responsive, les images soient moins lourdes à charger. Et puis, j'ai beaucoup discuté avec mon partenaire pour voir ce qu'on pouvait améliorer à chaque fois. Alors, il n'y a pas tout, hein, puis il y a plein de trucs que je n'ai pas compris. Mais voilà, j'étais assez content de mon résultat. Je suis passé d'un truc très orange, voire très rouge, à quelque chose de relativement vert. Donc, je suis assez fier de mes potes. Alors, je donne leur nom. Si vous les connaissez, tant mieux. Et si vous ne les connaissez pas, faites connaissance. Il y en a un, c'est Perspective Marketing qui est à Pornic, et l'autre, c'est Comme Entre Nous qui est à Port-Saint-Père. Donc, je suis allé voir du côté de la mer là-bas. Et c'était vachement sympa. Voilà, en ce qui me concerne, je laisse la main au suivant, à Simon. Oui, bonjour à toutes et tous. Simon Chiarisoli, donc moi je travaille au sein de la société Orange. Alors, vu qu'on est encore sur le mois de janvier, c'est encore temps là, pour vous adresser une très bonne année 2021. Et puis c'est également encore temps pour pouvoir se fixer quelques bonnes résolutions et que je vous souhaite digitales. Alors justement, 4 résolutions de sobriété digitale, sobriété numérique, que je vous propose de partager ici. Alors, elles sont orientées sur les usages que nous faisons tous au quotidien du numérique. Et je vous proposerai dans un temps ultérieur de faire un focus plus spécifique sur les clients et ce que vous faites au quotidien dans vos entreprises. Alors, dans notre quotidien, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut déjà diminuer notre empreinte carbone numérique avec des choses simples, débrancher notre box la nuit lorsque vous vous absentez de votre domicile, en activant le mode économie d'énergie sur les différents équipements et désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth lorsque vous n'avez pas l'utilité. Par ailleurs, sachez que le réseau Wi-Fi en tant que tel consomme 6 fois moins que des réseaux cellulaires. Et donc, lorsque vous êtes à votre domicile, il faut privilégier l'utilisation du Wi-Fi. Naviguer de façon moins énergivore, c'est aussi une manière de pouvoir contribuer à cette sobriété numérique. Donc, lorsque vous êtes sur votre browser, faire en sorte de diminuer le nombre d'onglets qui sont ouverts de manière simultanée, supprimer régulièrement vos emails de vos boîtes mail, faire en sorte également qu'à la source, vous puissiez réduire les emails que vous recevez. C'est quelque chose qui contribue aussi positivement parce que ces mails sont stockés sur des serveurs qui consomment de l'énergie. Si on passe au slide suivant, deux autres bonnes résolutions que je vous propose d'adopter. Opter pour des moteurs de recherche qui font du bien à la planète. Là-dessus, on est tous dépendants de moteurs de recherche, mais il y a ici quelques références qui sont cliquables et que je vous propose de partager, qui justement empruntent des chemins un petit peu différents et qui sont davantage responsables quant à la manière avec laquelle les données sont utilisées et par ailleurs avec laquelle la manière les serveurs tournent derrière. Et enfin, le dernier item que je voulais mettre en partage ici, et c'est celui qui concerne les objets connectés. On parle bien souvent
sur le domaine de l'Internet des objets, de l'explosion du volume d'objets connectés. Et d'une certaine manière, on est un petit peu tous responsables de cela. Et bien souvent, ces objets sont tout petits impacts en consommation énergétique de ces objets. Donc, peut-être se poser la question à deux fois lorsque l'on acquiert un objet, se poser aussi la question lorsque l'on a un objet, lorsque l'on souhaite acquérir un objet de sa consommation, et puis ensuite, tout simplement, désactiver cet objet lorsqu'on ne l'utilise pas dans notre quotidien. C'est une règle de bon sens à bien avoir en tête. Alors, en passant au slide suivant, je vous propose de passer à l'action avec quelques items qui permettent de mesurer justement, alors sur le premier item qui concerne l'empreinte carbone finalement de vos consommations numériques. Ce que j'affiche ici, alors ça c'est la consommation en équivalent CO2 de l'abonnement de SOCH de ma femme depuis le début de la période de mesure qui a démarré le 9 janvier. Et vous voyez qu'elle a dépensé 17 grammes d'équivalent CO2, soit l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 2 jours. Donc, pour les clients Orange, sachez que je vous ai mis 2 liens cliquables. Vous pouvez aller voir vos équivalents de consommation, tant sur la consommation Internet mobile que sur la consommation Internet fixe. Et sont décrits par ailleurs toutes les mécaniques de calcul qu'il y a derrière. Et je précise que c'est quelque chose qui est également travaillé par l'ADEME pour faire en sorte qu'il y ait un référentiel commun à tous les opérateurs et faire en sorte que celui-ci soit indiscutable. Voilà. Et je termine cette présentation avec un rendez-vous que je vous propose. Pauline y a fait mention en introduction. Le 11 février prochain, à 18 h, ce sera le temps du REX ADN Ouest et on vous proposera une intervention d'Orange. Quel est l'accompagnement finalement que fait Orange à destination de ses clients entreprises pour justement les aider dans leur organisation et également dans leur relation avec leurs propres clients pour avoir une utilisation frugale et responsable du numérique. C'est ce que je vous proposerai de développer. Voilà, je prends la parole. Alors moi, je vais vous présenter une initiative, donc une solution qu'on a mis en place pour les banques populaires. Donc en fait, c'est une solution qui s'appelle eGreen et qui a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur les impacts en fait du numérique et plus précisément sur l'impact des mails. Donc en fait, cette solution, elle utilise 3 leviers. Le premier, c'est un levier de formation. Donc, il y a une formation qui a été mise à disposition sur un outil qu'on a chez nous qui s'appelle Vdigit et qui permet de faire une petite formation en ligne sur le numérique pour comprendre en fait quels sont ses impacts sur l'environnement et acquérir des bonnes pratiques pour les réduire. Le deuxième levier, c'est un add-in en fait qui a été rajouté dans Outlook et à chaque fois, donc c'est ce que vous voyez sur le petit écran d'ordinateur là sur la droite, et à chaque fois que quelqu'un envoie un mail, en fait il a un petit indicateur qui lui indique si son mail est vert, orange ou rouge, et avec des bonnes pratiques pour essayer de réduire la consommation du mail. Donc c'est des choses très simples, par exemple réduire le nombre de destinataires ou réduire le poids de la pièce jointe, idéalement pas mettre de pièce jointe, et ça va sensibiliser à chaque fois qu'on envoie un mail le collaborateur pour qu'il puisse se dire bon là mon mail est pas terrible, je vais essayer peut-être un peu le nombre de personnes de manière à passer du rouge ou du orange au vert. Et le dernier levier, c'est pouvoir suivre au travers d'un tableau de bord son l'évolution de sa consommation dans le temps pour voir si en appliquant les bonnes pratiques, on peut progresser et avoir un comportement plus vertueux et réduire son empreinte, alors ça reste modeste, mais réduire son empreinte énergétique au travers donc, de la manière d'envoyer les mails. Donc ouais, c'est une petite présentation très rapide et je vais passer la main au suivant. Merci Arnaud. Donc là, l'idée ensuite, on fait vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire et l'idée, c'est qu'on discute tous ensemble après. Là, je voulais juste mettre un petit focus très rapide sur… donc moi, je suis Rémi de Trees. En fait, l'idée, c'était de se dire comment on mesure l'usage des plateformes, en l'occurrence data, puisqu'on est sur des sujets data, et comment on mesure l'usage des plateformes techniques côté informatique. Puisque effectivement, là, on parlait de l'usage de la sobriété côté utilisateur, c'est comment on mesure aussi le gaspillage qu'il peut y avoir côté IT, et en l'occurrence, notamment, tout simplement, tout ce qu'on a pu implémenter côté informatique et qui ne sert pas.
Et c'est un petit peu cette question-là auquel on voulait répondre. Et donc, là, je vous montre quelques tableaux de bord qui, alors là, on est sur la plateforme Power BI. Évidemment, dans la data, il n'y a pas que Power BI, il y a énormément d'autres produits, d'autres outils. Mais en l'occurrence, en faisant un focus sur quelque chose qui est assez connu de tout le monde, du coup, là, je voulais vous montrer, par exemple, le tableau de bord en bas à droite qui est jaune, là, qui est fourni directement par l'éditeur et qui nous dit quel rapport est utilisé et quel est son usage, etc. Donc ça nous dit qu'est-ce qui est utilisé. C'est la même chose à gauche dans le tableau de bord vert, là, on voit les rapports qui sont utilisés. On voit aussi que dans la liste des rapports, je ne sais pas si vous voyez dans le petit composant en haut à droite là, sur le tableau de bord vert, on voit qu'il y a des rapports qui ne sont pas utilisés. Alors, ils ont des noms un petit peu informatiques. Hein. C'est rapport 1, rapport 2. Et bon, là, l'idée, c'était d'avoir des données qui ne soient pas des données de la vraie vie. Et en l'occurrence, là, on voit avec un focus sur un tableau là, que le rapport 13, notamment, ne sert pas, ni en 2019, ni en 2020. Donc, a priori, ce qui a été, d'une part, il y a eu une perte d'argent pour les gens qui ont développé ce rapport, mais a priori, et en plus, il est en train d'être rechargé toutes les nuits, ce qui est parfaitement inutile puisqu'il ne sert pas. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'effectivement, en analysant des logs d'usage et des logs d'utilisation, alors sur la plateforme, là on parle de Power BI, mais sur toutes les plateformes data d'une manière générale, les informaticiens sont capables effectivement d'identifier les bouts de plateforme qui servent et celles qui ne servent pas, et ainsi potentiellement de pouvoir agir pour réduire l'impact environnemental en tout simplement décommissionnant les morceaux d'application qui ne servent pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Qui est-ce qui prend le relais? C'est toi, Arnaud? C'est n'importe. Parce qu'en fait, la question, elle est simple. Maintenant, c'est à vous. Vas-y, Christian, vas-y. Donc, vous, qui êtes tous présents, là, vous êtes presque une trentaine. Et vous faites comment? Est-ce que vous avez trouvé des astuces, mis en place des choses? Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qui est-ce qui veut se lancer? Dans toujours l'esprit pause-café. Hein. Donc là, vous pouvez avoir votre micro, vous rallumez votre micro, vous rallumez votre Il y a caméra. peut-être également des questions que vous vous posez. Ou des questions. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez mis en place des solutions aussi pour essayer d'encadrer les pratiques, les usages? Ah, il y a Thomas qui arrive. Bonjour, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était 13h30, mais voilà. Donc en fait, il est en avance, mais en retard. Mais du coup, il ne fallait pas. Et alors, on en est à la question de et vous faites comment? Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de réduire les usages, l'empreinte écologique des usages, la sobriété numérique? Ouais. J'ai éventuellement une question. François, ok. François, voilà, de Brestem. Je regardais rapidement du coup le site Eco-Index Ouais. que vous évoquiez. Alors nous, on a pléthore de sites internet dans notre société et comment ça me semble compliqué d'anticiper cela dans la création d'un site internet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des normes qui permettent à l'écriture d'un cahier des charges de nous assurer qu'on aura qu'on sera optimisé pour ne pas trop consommer d'énergie. Bonne idée, parce que franchement, j'en sais rien. Donc ça, Moi, c'était la discussion avec mon prestataire. Je me permets de prendre la parole puisque c'est moi qui avais lancé le truc d'EcoIndex. Et en fait, même mon prestataire ne connaissait pas forcément EcoIndex. Je l'avais trouvé dans la communauté numérique responsable où ils avaient parlé de ça. Donc, j'étais allé fouiller un peu. Et mon prestat, lui, était hyper branché réduction du site, optimisation du site, etc. Pas forcément côté empreinte écologique, mais il se trouvait que ce qu'il était en train de mettre en place, j'étais certain que ça avait une incidence. Donc moi, je l'ai découvert grâce à ça. Je l'ai testé comme ça avant la mise en place et après la mise en place pour voir l'impact. Et effectivement, l'impact qu'il n'imaginait pas être aussi fort en termes d'empreinte environnementale, s'est avéré vachement intéressant. De là à dire qu'il y a un cahier des charges, je ne sais pas. Mais pour moi, rien n'empêche dans le cahier des charges de demander à ce que les images soient normalisées le plus réduites possible en 72 dpi max. Des images en 300 dpi qui font 16 gigas n'ont absolument aucun intérêt. Les vidéos, c'est pareil, il faut qu'elles soient normalisées web.
faire en sorte que le stockage d'images par l'utilisateur lorsqu'il ouvre une page soit réduit au strict minimum en travaillant sur la responsivité, c'est peut-être pas inintéressant aussi. Et puis peut-être que sur EcoIndex, ils font plein de petits, alors pas tutos, mais des petites phrases comme ça qui indiquent, pendant qu'on fait l'analyse de notre site, ça propose des petites astuces. Donc je pense que ça peut être intéressant de... Ah oui, je vois qu'il y a Maya qui demande s'il n'y a pas un label. Franchement, j'en sais Vous rien. avez sur GreenIT, Ouais, greenIT.fr, vous avez une checklist. Ben voilà, ok. Oui, alors, bonjour, c'est Élodie Daguin. Je me permets juste de rebondir. Il y a aussi une société nantaise qui s'appelle Green Spector, Oui, qui aussi, travaille ouais. sur les sujets et qui accompagne les entreprises pour faire en sorte que les applis web et Surtout mobile, Green smartphone, Spector. oui, plutôt sur mobile, travaillent sur le sujet. Mais est-ce que côté Green Code Lab et Shift Project, il n'y a pas aussi des choses à aller chercher en complément? Vous avez vous avez les sites comme greenIT.fr qui vous fournissent une checklist qui fédère beaucoup d'initiatives du monde entier, qui vous montrent toutes les bonnes pratiques à respecter suivant le niveau d'éco-conception que vous souhaitez avoir pour votre site. Et aujourd'hui, la plupart des designers des sociétés de services ont tous intégré ces notions d'éco-conception et peuvent en général vous donner des conseils là-dessus aujourd'hui, tout comme sur l'accessibilité, par exemple. Ça serait super intéressant justement de croiser avec la communauté numérique responsable qui, elle, peut nous apporter du savoir en résumé. La difficulté, c'est d'avoir du savoir condensé. Quelqu'un allait prendre la parole, je crois. C'est pas Yann? Non, c'est Yannick. J'ai vu Yannick qui avait ouvert son micro. Je suis partant pour la reprendre si vous voulez. Bah, pas de problème. Par où alors nous, par exemple, dans notre société, on n'a pas commencé à... On a une réflexion RSE, mais on n'a pas commencé concrètement à mettre en œuvre quoi que ce soit pour ce qui concerne le numérique, on va dire. Est-ce que vous avez des conseils quand on a un parc conséquent avec des usages très différents, des conseils pour nous dire par où commencer, voilà, comment nous y prendre éventuellement. De quel type de parc est-ce que tu parles du coup De parcs informatiques, de plusieurs centaines de PC, de parcs de téléphonie, c'est la même chose, un data center, enfin, en tout cas une salle utilisée, voilà, et X applications métiers, voilà, beaucoup de choses qui se font en lien avec le numérique. Mais voilà, alors on peut demander dans nos cahiers des charges quand on achète des ordinateurs de mettre des labels green X ou Y, mais voilà, est-ce que voilà, si vous avez des conseils pour nous aider à commencer quelque chose pour nous améliorer justement en matière de sobriété. Ouais, je pense qu'il y a peut-être des thématiques que l'on a dû développer dans les précédentes pauses café qui doivent permettre de répondre potentiellement à votre besoin, tant sur la partie stockage de la donnée, hein, qui est une source potentiellement de consommation d'énergie assez importante. Et donc, ça, c'est peut-être un premier item. Un deuxième item par rapport à un parc donné, ça sera de faire en sorte dans la chaîne d'approvisionnement, mais également dans la chaîne de retraitement et de recyclage de votre parc, d'avoir des garanties sur la manière avec laquelle les différents produits dont vous pouvez être amené à vous séparer sont finalement reconditionnés, recyclés. Ça, c'est peut-être une deuxième approche. Et puis après, un troisième point que l'on a développé aussi dans ces pauses café est tourné autour de la manière avec laquelle les différents développements sur lesquels vous naviguez au quotidien, comment est-ce qu'ils sont pensés? C'est ce que l'on détaille un petit peu plus en avant d'ailleurs ce jour. C'est peut-être une troisième piste. Ouais, je ne sais pas si Rémi voudra interagir, je pense que oui, mais moi je me dis aussi peut-être déjà de faire un inventaire.
savoir ce que vous avez à votre disposition et qu'est-ce qui va être consommateur ou qu'est-ce qui va être émetteur de gaz à effet de serre, par exemple. Et puis de travailler, je pense aussi, sur la sensibilisation des collaborateurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui servent à sensibiliser sur l'usage, le comportement, la possession, sur ce que ça représente d'avoir des centaines d'applications sur un smartphone qui ne servent à rien. Il y a plein de choses comme ça qui doivent pouvoir vous aider. Mais Rémi, peut-être, toi, par quoi commencer? Tu as peut-être des idées? Moi, mon idée pour répondre à la question, il y avait quelqu'un qui avait dit tout à l'heure que les fournisseurs et prestataires étaient effectivement ta connexion est pourrie, Rémi. sensibilisés sur ces sujets. Je pense qu'il y a deux choses. C'est sensibiliser peut-être. C'est-à-dire, est-ce que vous m'entendez? C'est pas évident, mais on t'entend. Ouais, pas terrible. Vous m'entendez? Bon, j'ai coupé la vidéo. Oui, vous m'entendez mieux, j'imagine? Oui. Oui. Oui, ok. Donc, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, je pense, moi qui suis fournisseur et prestataire, je pense que l'idée, c'est nous, sur le projet là, sur lequel on va faire un retour d'expérience, on a été challengé par notre client sur ce sujet. Donc, l'idée, c'était bien d'être sobre dans la plateforme, dans la façon dont on allait concevoir le projet qu'on lui avait vendu. Donc, je pense qu'il faut effectivement que les entreprises challengent leurs fournisseurs. Ça, c'est une chose. Et auquel cas, si ça rentre dans les critères, les fournisseurs vont s'adapter. Donc, je pense que c'est vrai pour Orange, qui est également fournisseur. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient un critère, c'est important. Et effectivement, en interne aussi, être sensibilisé, je pense, ces équipes internes sur ces sujets. Et donc et là, on peut d'ailleurs aussi se faire accompagner, j'imagine, par des gens qui conseillent sur ces sujets. On parlait tout à l'heure de Green Spector ou autre, mais je pense qu'il y a des acteurs du marché qui vont se mettre sur ce type de, sur ce type de prestations pour accompagner les entreprises. J'imagine que c'est déjà le cas. Je me permets juste de rappeler aussi, parce que je vois les questions dans la discussion, le principe même de la pause café, c'est justement apporter ce que vous avez tenté de faire. Parlez-en, n'hésitez pas à prendre la parole comme Pauline l'a écrit pour donner une réponse à François. Nous, on n'a pas forcément les réponses. Notre idée de groupe avec Rémi, Arnaud, Simon, Lucas, entre autres, c'est d'essayer de réfléchir un tout petit peu, de vous apporter notre début de réflexion et après on échange avec vous. Je crois qu'il y a Maya qui avait des éléments peut-être à apporter. Oui. Bonjour, c'est vrai que c'est plus simple de parler. Alors moi, je n'ai pas d'éléments à apporter, d'autant que ce n'est pas du tout ma spécialité, le numérique. Moi, c'est plutôt le volet RH, mais justement, dans ce cadre-là, et pour imaginer des actions de sensibilisation notamment, je me demandais si l'un d'entre vous connaissait des serious games qui abordent ces questions-là. Je connais des gens qui font des serious games, mais pas forcément de serious games sur le sujet. Par contre, il y a la charte, comment non, pas la charte, non, il n'y a pas la frise. La fresque du climat et la fresque du numérique, qui sont super intéressantes à faire. La fresque du climat? Ouais, la fresque du climat pour démarrer sur la compréhension des impacts écologiques de l'activité humaine, on va dire, très globalement. Ça, c'est un premier jet. Et il y a la fresque du numérique, qui, elle, est sur le même fait. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, la fresque du numérique encore, mais qui est sur l'impact de l'activité numérique sur justement l'empreinte écologique. Ok, merci. Ça peut être super intéressant. Il y a des membres de l'ADN qui le font. Pauline, peut-être que tu peux me rappeler le nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Benoît. On a fait, en effet, l'association a proposé en partenariat avec la fresque du numérique. Si vous allez sur Internet, vous tapez la fresque du numérique, vous arriverez directement sur leur site. Et on avait proposé 2 séances aux adhérents l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. La personne chez nous en charge de ces sujets responsable RSE, c'est Céline Brugnot. Je pourrais vous donner les contacts par la suite si vous voulez pour savoir s'il y en aura d'autres de prévus. Mais en effet, les deux sont liés, fresque du climat et fresque numérique, et c'est interactif et c'est vraiment ludique. Alors normalement, c'est pas en visio, mais peut-être qu'ils adaptent. Ça peut être intéressant en effet par rapport à cette question de se rapprocher d'eux. D'accord, merci. Benoît avait fait la fresque du climat en petits groupes, mais effectivement, ce n'est pas forcément simple dans la situation actuelle. Il y avait une autre question sur le chat de Andrea.
Ouais. Pardon. Oui, c'était juste pour. Je rebondissais sur le fait de dire que dans le contexte actuel, c'est pas forcément facile. Et je dis, ça se fait très bien en ligne. Enfin, il y a des fresques du climat qui se font Ouais, elle se fait en en ligne. ligne Ok, je savais pas. avec Mural et Zoom, quoi, Ouais. typiquement. Oui, ça a été fait en ligne pour la dernière session, mais c'est vrai qu'on a eu le retour quand même que c'était plus, comme tous les événements finalement, que c'était plus simple et plus pertinent en présentiel. Mais c'est vrai que c'est le cas de tout ce qu'on peut faire d'habitude. Merci Laetitia pour le lien. Et donc, Andrea, poser une question, n'hésite pas à prendre la parole pour la poser de vive voix. La question, c'était est-ce qu'il y a des données orientées spécifiquement données et sciences des données? Je pense par exemple à l'usage d'algorithmes moins gourmands en énergie pour l'apprentissage ou la réutilisation des modèles déjà entraînés en faisant du transfert learning. Oui, allô? Oui, Ouais. je ne sais pas si vous m'entendez. En fait, je suis dans la rue, donc je m'excuse. C'est pour ça que j'avais posé la question par après. Oui, Ouais. en fait, donc dans mon entreprise, par exemple, on a aussi une initiative sur le Green IT. Et en même temps, moi, je travaille sur des algorithmes d'intelligence artificielle, donc je me posais aussi la question parce que, en effet, ces algorithmes-là, notamment lorsqu'on utilise des réseaux de neurones, sont très consommatrices en énergie. Si on prend l'exemple de AlphaGo, il y a un article là-dessus sur le coût de son entraînement, donc le coût financier, mais aussi en énergie en fait. Et c'est monstrueux en fait. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de réfléchir à comment avancer dans ce domaine en essayant d'être moins gourmand en énergie? Les exemples que j'ai donnés, c'est les seuls exemples que moi je connais, mais après peut-être que les intervenants connaissent d'autres ou s'il y a d'autres gens aussi qui ont entendu de d'autres mesures. Arnaud, moi, j'ai pas forcément d'exemple, mais en tout cas, clairement, c'est vrai que la partie entraînement des algorithmes, c'est un sujet parce que ça consomme énormément d'énergie. Et enfin, nous on a la problématique aujourd'hui aussi chez IBP. On est en train enfin, même au niveau du groupe BPCE, on est en train de regarder, mais on n'a pas forcément de solution. Mais en tout cas, c'est effectivement un sujet qui est vraiment important sur l'empreinte énergétique. Ouais. Alors, il y a Lucas, peut-être, qui peut. Est-ce que tu as bossé sur la partie justement des algos, toi, Lucas? Non, j'ai pas trop. Enfin, c'est pas un sujet qu'on a abordé. Mais par contre, j'étais en train de penser à Code Carbone. Donc, c'est un package Python qui permettrait d'analyser les performances énergétiques du code Python. Peut-être regarder de ce côté-là. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont mis en place d'autres choses, des choses en particulier dans leurs entreprises? Oui, bonjour à tous. J'allais rebondir justement sur le code. Donc, Nicolas Blanchon, société Hippon Technologies. Ah ben voilà, Hippon. Voilà. On vous voit beaucoup en ce moment, c'est bien, c'est cool. Non, mais effectivement, alors déjà très intéressant sur le côté code, effectivement, en tant que prestataire de services, on développe justement des applicatifs, etc. Et déjà, nous-mêmes, on s'efforce dans notre code d'avoir un code propre. Alors, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut viser plutôt la simplicité. Il faut se tenir évidemment à la page pour avoir un code le plus propre possible. Mais déjà, voilà, nous, c'est des actions, des exigences qui sont mises en place au sein de notre cabinet. Et on envisage même d'avoir une certification interne. On a un programme de formation interne qui permet de former sur des techniques de savoir-faire, savoir-être, etc. Et on envisage même de créer une certification, voilà, on pourrait dire Green IT, justement, voilà, qui permettrait de certifier que chaque collaborateur respecte un certain nombre, on va dire, d'exigences liées à l'empreinte écologique du code. Donc, il y a cette première partie et aussi il y a une deuxième partie qui est assez récente qu'on a mis en place. On a ouvert un service de reconditionnement d'ordinateurs. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ordinateurs qui étaient plus utilisés au sein des différentes agences d'Hippon Technologies et que voilà, soit ils restaient dans les tiroirs, ils pourrissaient, soit ils finissaient par être jetés. Et ayant fait la fresque du numérique, je sais que là, au niveau du ce qui est recyclage, etc., c'est pas terrible. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pas recyclés.
Et donc, on a mis ça, on a mis en place un service de reconditionnement qui, pour le coup, permet d'avoir des ordinateurs en état de marche, qui, pour le moment, en tout cas, permettent d'alimenter une fondation que nous avons, nous, au sein d'IPON, où l'objectif, c'est de fournir des ordinateurs à des endroits un peu reculés, des endroits où il y a une fracture numérique, hein, que ce soit à travers le monde ou en France. Mais voilà, c'est un élément, en tout cas, qu'on a bien mis en place, une activité qui a bien été mise en place et qui continue de prospérer. Et du coup, je me permets, Nicolas, mais en termes justement d'usage de vos collaborateurs, parce que là, on était un peu sur la partie usage aujourd'hui. Alors, ce que vous avez dit avant est super intéressant, mais j'essaie de rebondir pour voir si vous faites d'autres choses. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a la certification, effectivement, de ce que vous faites au niveau du code, mais sur l'utilisation même par vos collaborateurs, voire leur famille, j'en sais rien, ou vos clients, est-ce que vous bossez sur des choses de ce style-là? Alors, effectivement, sur le côté plus, pour le moment, sensibilisation, parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont déjà cette sensibilité, hein, qui savent qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure avec, je ne sais plus, un intervenant d'Orange, il me semble que c'était Simon, voilà, exactement. Il y en a beaucoup qui, voilà, dans des échanges, on va dire informels, disent, voilà, c'est vrai qu'il faut débrancher sa box la nuit, il faut faire attention au nombre d'onglets ouverts sur les pages Internet, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont toujours pas sensibilisés. Donc là, on a monté un groupe interne, pareil, qui est un groupe plutôt orienté RSE. Donc ça prend en compte l'empreinte écologique et d'autres sujets hein, liés à l'accessibilité, etc. Mais effectivement, le premier objectif, qui n'a pas été encore mis concrètement en place, c'est de trouver un moyen de sensibiliser chaque collaborateur au sein d'IPON. Donc vraiment, voilà, discuter, se rendre compte justement de l'impact et ensuite pouvoir trouver des actions concrètes à mettre en place. Alors des premières actions simples en tout cas, de ce type, de faire attention à l'usage d'Internet, des onglets, débrancher notamment sa box, etc. Je vois qu'il y a François aussi qui vient d'intervenir dans la discussion pour dire qu'ils ont cette année donné à une recyclerie pour reconditionnement et distribution à des publics précaires près d'une centaine de PC, une vingtaine de smartphones, des Switch. L'idée étant de faire cela chaque année suite au renouvellement annuel. C'est très bien. N'hésitez pas, prenez la parole. Dites-nous vos idées ou ce qui ne fonctionne pas. Ouais, peut-être pour apporter des chiffres, vu qu'on était sur la partie. Arrête ta caméra, Simon. Des chiffres, c'est vrai que des bonnes pratiques en tant que. Ouais. Hop là. Voilà. Donc, mais peut-être sur le volet reconditionnement, c'est vrai que c'est un item qui est identifié comme stratégique dans notre politique. C'est quelque chose qu'on a vocation à accélérer, mais pour donner quelques chiffres sur les pour reconditionnement ou recyclage, dont 8 millions sur le territoire français, parce que c'est une stratégie sur l'ensemble du groupe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très significatif. Aujourd'hui, on évalue à 100 millions de terminaux comme étant dormants dans des tiroirs chez vous, chez moi, chez chacun. Je confirme. Donc, si tu ne t'en sers pas, Christian, il faut les reconditionner. Non, j'espérais ouvrir un musée un jour. Ici, juste pour témoigner aussi de mon côté, on n'a pas forcément fait grand-chose de notre côté. Moi, je suis dans une petite collectivité de 80 agents. Néanmoins, on a quand même adopté à la fois une politique d'acquisition de smartphones sur les Fairphone, en fait, sur peut-être plus sa dimension éthique, mais bon, qui existe quand même, et qui a aussi l'avantage, de toute façon, on avait choisi aussi une politique d'avoir des téléphones double SIM, de manière à ce que les agents qui avaient 2 abonnements pouvaient n'avoir qu'un seul appareil. Puisque moi, ce que j'en ai retenu, notamment des documents que j'ai pu voir par le Shift Project, c'est que ce qui est vraiment significatif en termes d'empreinte, c'est d'une part
la possession, on va dire, des biens, des appareils en fait en eux-mêmes, puisque je crois que c'est 90% de l'empreinte carbone d'un smartphone, c'est sa production en fait, hein, plus que l'utilisation. Et donc autant essayer de les faire durer le plus longtemps possible et d'en avoir le moins possible. Et puis après, effectivement, sur la partie réseau, dans leurs études qui sont un peu tournées grand public, c'est quand même plus orienté sur tout ce qui est vidéo haute définition, qui pèse beaucoup. Nous, on est peut-être un peu moins concernés, ça dépend des activités. Il y a quand même toute une notion de stockage, et c'est vrai moi j'ai été interpellé justement par des agents de ma collectivité qui m'ont dit oui, en ce moment on démocratise beaucoup l'usage du cloud, les services, notamment avec Teams, là, nous, comme chez Microsoft, on va dire, pour tous les usages à distance et tout ça. Et je disais, et l'empreinte carbone de tout ça, je ne sais pas si vous avez des sources d'informations précises sur le sujet, mais ça ne me paraissait pas évident entre avoir ma salle serveur chez moi que je fais tourner avec mon propre système de clim versus du stockage mutualisé, rationalisé dans le cloud, quoi. Là, je crois qu'il y a Rémi qui va s'éclater. Rémi et Lucas d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet, Thomas, qu'on avait abordé dans le deuxième, je pense. C'était comment, effectivement, on mesure l'impact de l'infra, et on expliquait qu'effectivement, dans le cloud, il y avait encore assez peu d'outils qui permettaient de mesurer effectivement l'impact de sa plateforme. On parlait de là chez Microsoft, mais ça peut être chez n'importe quel des autres opérateurs. Ils fournissent malgré tout les tableaux de bord, hein, un peu globaux, qui permettent de mesurer le coût en CO2 de la plateforme cloud. Mais bon, ce que ça vaut, je ne sais pas exactement, parce que j'imagine que c'est un ratio par rapport à... voilà. Et je me souviens que Simon aussi nous avait montré un petit peu, en tout cas, ce que Orange envisageait sur sa plateforme également d'hébergeur. Simon nous avait aussi parlé de ces sujets-là. Donc c'est peut-être qu'il y aura quelques réponses à revoir sur la session qui avait été enregistrée, hein, sur la deuxième session. Et on fera un Rex aussi. Dans le Rex, on en parlera un petit peu de ça. Dans le Rex du 11 février, notamment dans le cadre du projet qu'on a mis en place, on parlera, je pense, un petit peu de comment on mesure. Alors, ce qui est très, très difficile à faire. Hein. Je pense que là, j'ai eu tout à l'heure des chiffres. J'allais réagir. Ouais. La mesure, c'est un enjeu fort, mais effectivement, on se rend compte que c'est pas simple. Hein. C'est ça. En tout cas, sur les projets data, effectivement, sur les projets, on en a un peu parlé tout à l'heure avec GreenSpector, peut-être sur des projets web ou front, c'est un peu plus simple et il y a déjà des entreprises qui le font. Sur des projets data où on a des chaînes un peu compliquées, la mesure est moins évidente. Hein. Oui, et je voulais juste ajouter que pendant la pause café numéro 2, justement sur l'infra, il y avait eu pas mal de personnes qui étaient intervenues, issues de la communauté du numérique responsable, je vais y arriver, et qui eux aussi essaient de bosser sur le sujet. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller fouiller de ce côté-là, voire même d'apporter votre propre témoignage, parce que c'est intéressant. La question que vous vous posez, Thomas, à se dire, bah, tiens, est-ce que j'utilise mes propres serveurs ou est-ce que je vais utiliser du cloud ou est-ce que je mutualise bah, finalement, je crois qu'ils sont aussi pas mal là-dessus. Ouais. On s'est retrouvés à se croiser en fait dans les sujets. Au départ, ce n'était pas volontaire, mais c'est intéressant, on a des sujets très communs. Ok. Désolé, parce que j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là, effectivement, parce que je n'ai pas vu les anciens. Ah non, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ça permet de le redire. Et puis on refera un focus, on voit que c'est intéressant, c'est vraiment un sujet sensible. Il faut qu'on arrive à le mesurer, il faut qu'on arrive avec des éléments, mais bon, ou au moins des. Après, ce qu'on disait aussi au moment, c'était que quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est sobre, on est déjà dans la bonne direction. C'est un petit peu le côté, moi je mets mes déchets organiques dans le composteur, bah, déjà je sais. C'est peut-être difficile à mesurer l'impact que j'ai sur les outils de mesure sont peut-être difficiles au niveau de mon composteur et des capteurs qui sont intégrés dedans potentiellement, mais en tout cas déjà je fais quelque chose. Et je sais que ça va dans le bon sens. Et donc c'est en cela qu'on disait qu'effectivement un code plus sobre, une économie d'infrastructure, ce que disait tout à l'heure Andrea là, sur les algorithmes et les entraînements, oui effectivement, voilà. Et
la volonté d'être sobre, et c'est pour ça qu'on a mis ce mot, le mot sobriété n'est pas mal choisi. Il a été choisi volontairement par nous pour dire qu'effectivement, dans tous les domaines, la sobriété sera source de vertu écologique, j'entends. Et ça peut donner des ou au moins un sujet, je pense, aux différentes communautés, qui est de recenser les outils ou les supports existants ou de recenser des chiffres. Parce que je vois que les questions qui sont posées presque à chaque pause café, c'est est-ce que vous avez des infos à nous donner? Et en fait, nous, au contraire, on fait la pause pour essayer de récolter un bout d'infos, vous en donner un tout petit bout, mais c'est vous qui avez l'essentiel, quoi. Donc, il y a peut-être des sujets pour l'ADN. Donc, n'hésitez pas à venir intervenir après auprès de Pauline pour proposer un petit groupe de travail là-dessus. Vous m'entendez ou pas? Ouais, Yannick. Ouais, c'est Yannick. Je voulais simplement réagir par une petite réaction et une question. Pour moi, l'énergie électrique en France, elle est décarbonée puisque c'est une énergie essentiellement nucléaire. Et donc, ça pose d'autres problématiques, bien entendu. Mais la question que je me pose, c'est au sujet des visios. Moi, je fais pas mal de visios, un peu comme tout le monde. Et je sais que enfin l'énergie électrique destinée à la vidéo sur Internet est très importante. Je crois que c'est 60-70% des flux. Et moi, je recherche une visio, un logiciel de visio, une solution de visio qui soit le plus numérique responsable et donc dont les serveurs seraient situés plutôt en France. Parce que quand j'utilise par exemple Teams, j'ai l'impression que ça sort de la France. Alors Zoom, je ne sais pas. J'ai plus confiance en Teams à être éventuellement, potentiellement en France que Zoom. On est d'accord. Parce qu'il y a les serveurs Azure, effectivement, il y a les serveurs. On peut choisir qu'ils soient en France, les serveurs Azure. Ouais. Mais donc voilà, l'idée, c'était de savoir comment essayer d'être plus numérique responsable sur une activité qui est très très importante, qui nous occupe quasiment tous à notre quotidien et qui occupe, bien entendu, qui consomme énormément d'énergie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça. Alors moi, Teams, savoir l'utiliser en France, je ne sais pas comment faire. Alors, sauf si, effectivement, on a un compte professionnel. Moi, je n'ai pas un compte professionnel pour l'utiliser. J'utilise à titre privé Teams. Donc, je ne sais pas comment choisir les serveurs. Je crois qu'on ne peut pas. On peut pas. Rémi est beaucoup plus expert que moi. Mais moi, je ne sais même pas si Teams... Enfin, je sais que j'ai choisi que mes données Microsoft soient hébergées en Europe à 100% et en France, si possible. Bon, je ne sais pas trop ce qui a été mis en France. Par contre, j'ai aucune idée de où Teams héberge quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est pas très très clair non plus, quoi. Donc, je sais pas s'il y en a. Cela dit, je sais par exemple que dans le public, il y a une obligation maintenant d'être sur des serveurs souverains, je crois qu'on dit. Oui. Donc, je serais surprise que Microsoft, pour ce qui est de Teams, ne propose pas ce genre de solution, parce que sinon, ils vont se couper la possibilité de travailler avec des collectivités dont certaines sont très importantes. Mais la solution proposée par Microsoft, elle n'est pas si évidente que ça, quoi. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut aller la chercher, elle n'est pas mise en standard. Mais ça doit être dans le cahier des charges, je pense. Quand on choisit des serveurs, enfin, quand on choisit son propre hébergement d'application chez Microsoft, on peut choisir où sont les data centers. Pour les applicatifs type Teams, mais ça va être aussi pareil, enfin, toutes les applications en SaaS, effectivement, elles sont hébergées sur des serveurs qui ne sont pas forcément en France, et au fur et à mesure des évolutions de la législation, et en l'occurrence, c'est ce que vient d'évoquer Maya, forcément, les éditeurs, enfin les fournisseurs de services vont s'adapter et fournir les services en respectant les contraintes légales. Donc, s'ils veulent effectivement continuer à fournir. Mais effectivement, je ne pense pas que Teams soit actuellement hébergé sur les serveurs français. Et peut-être que je dis bêtise, j'ai fait une rapide recherche, mais je n'ai pas la réponse. Mais je pourrais essayer d'avoir l'info. Je connais des gens qui le savent. Lucas nous a mis une petite info au passage. Les données dans Teams se situent dans la région géographique associée à votre organisation Microsoft 365 ou Office 365.
Donc, on peut considérer que si on a Ouais. demandé que nos données soient en Europe et en France, essentiellement, nos données Teams soient également localisées. Ouais. Je ne sais pas si, par contre, pour la visio, on ne va pas... Ouais, voilà, c'est la visio. Ouais. Pour la ouais, visio. on va Là, pas on faire les parle de serveurs Teams là-bas. dans le sens partage de documents. Effectivement, c'est dans le tenant Office 365 de l'entreprise. Et donc, c'est hébergé, ça, on sait où sont hébergés les documents. Par contre, la visio en elle-même, qui était la question d'origine, je ne sais pas. Bonne question. Pour réagir, c'est Yannick, pour réagir sur effectivement les moyens qui sont mis à disposition pour les collectivités. Moi, je suis élu d'une commune et on nous met à disposition un applicatif qui s'appelle Midji. .si, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est plus en mode open. J'ai eu l'occasion de faire un trace-route pour savoir où étaient les serveurs. On va aux États-Unis, hein, direct. Donc, je sais pas. Excuse-moi, j'ai juste raté une phrase. C'était dans quel cadre, ça? Je suis élu d'une commune. D'accord. Et donc, on met à disposition des outils justement de visio. Ok. Étant donné le contexte sanitaire, on fait quasiment plus de réunions en présentiel. Et donc, on nous a mis un outil justement pour faire la visio, qui est midjit.si. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil un peu plus open que... Si tu peux écrire le nom dans la discussion, ça peut être Ouais. intéressant, tout le monde l'aura comme ça. Mais quand j'ai fait un trace-route, on était plutôt aux États-Unis. Hein. Voilà. Merci. Meet.jit.si. Ok, à tester. Du coup, on voit la question de Paul André. Si on limite les données que l'on conserve, cela peut-il avoir un impact énergétique notable au prorata de la réduction des données supprimées? Je pense que oui. Enfin, globalement, c'est ce que j'en ai compris, moi, non? Si on supprime de la data et qu'on arrête de stocker, en fait, si on arrête de stocker des données qui ne servent à rien, Lucas? Oui, je dirais oui, parce que c'est la même chose que quand on dit qu'il faut supprimer nos emails, stocker les emails qui sont stockés. Je crois que c'est quoi? C'est 30 emails, c'est une journée d'ampoule d'éclairage. Donc je dirais que oui, ça revient à la même chose. Moi, j'aurais une question sur les emails, du coup. Si quelqu'un a trouvé des solutions pour conserver les conversations d'emails en un seul morceau et non pas d'avoir 150 mails qui se traînent les uns après les autres. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on a du reply all et l'intégralité de la discussion est intenable. En fait, il faudrait garder les 150 mails. Christian, tu profites de l'apéro pour, enfin du café, du pause café pour résoudre tes problèmes informatiques, si je comprends bien. Non, je cherche des idées, des solutions qui serviraient peut-être à d'autres. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est insupportable. On se retrouve avec des pléthores de mails juste pour garder une trace de quelque chose. C'est terrible. Là, c'est Arnaud, notre... Justement, est-ce qu'il y en a qui ont fait des études ou qui savent entre avoir un type Slack hébergé cloud pour justement éviter d'avoir plein de mails tout le temps pour des raisons plus d'efficacité au départ que de sobriété, hein, et continuer à utiliser énormément de mails. Est-ce qu'on sait, en termes de sobriété numérique, ce qui est le pire? Il y a un grand blanc. Je crains qu'on n'ait pas la réponse. On n'aura pas la réponse ni auprès d'Outlook, ni auprès de non, Slack. C'est la question de la mesure. Oui, on la mesure. On est de nouveau là-dedans. Hein. Il va falloir que tout ça se mesure, mais... Enfin, nous, on n'a pas la réponse. Est-ce qu'il y en a qui l'ont dans le groupe, là? Je ne sais pas. Mais c'est génial parce que ça soulève des questions qui sont tellement pratico-pratiques. C'est très bête. Dois-je utiliser plutôt de la messagerie ou dois-je utiliser plutôt de la messagerie instantanée? Enfin, du mail ou de la messagerie instantanée. Comment s'appelle l'outil Microsoft, Rémi, déjà? Aide-moi. Yammer? C'est un réseau social d'entreprise, ça, Yammer. Ouais, mais ça permet justement en entreprise d'être comme du Slack un peu, en interne.
Maintenant, c'est Teams. Hein. C'est plutôt Teams. Ah oui, quand c'est même, Teams, du coup, maintenant, c'est pour que remplacer Teams. Slack, Ouais, maintenant, ok. avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est Teams. Donc, du coup, est-ce que Teams est plus efficace que, plus sobre hein, que Outlook? C'est une super question. En tout cas, Teams pompe beaucoup en Rémi, termes tu de. nous envoies la réponse? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je la trouverai un jour. Mais en tout cas, ça consomme beaucoup Teams quand on l'installe, ça c'est sûr. Ouais. Donc après, déjà sur le. Soit on est en mode navigateur ou en mode applicatif, déjà très consommateur. Je pense que tous ces outils qui agrègent énormément d'applis consomment beaucoup. Alors, d'autant, et d'ailleurs, ça m'intéresse si quelqu'un a la solution, que un des problèmes de Teams, c'est que il y a des choses qu'on ne peut même pas supprimer. En tout cas, je n'ai pas trouvé le moyen de le faire et personne pour l'instant n'a su me répondre. Par exemple, sur tout ce qui est les conversations, on peut supprimer un message parmi d'autres, mais on ne peut pas supprimer toute une chaîne de conversations. Donc, je pense qu'effectivement, en termes de stockage, Teams, ça doit être quelque chose quand même. Alors, Rémi, qui est très utilisateur. Ah non, mais j'ai pas toutes les réponses, Christian. Ah, je sais pas. C'est toi notre dieu de Teams. Moi, je suis qu'utilisateur, mais bon, c'est pas parce que je t'accompagne de temps en temps dans tes problématiques Teams que je suis un expert. Moi, j'ai une question Teams, c'est pour toi. Hein. Je connais plein d'experts Teams. Effectivement, je pourrais leur poser la question. Donc cette question-là sur comment on supprime une conversation, je peux la poser. Ok. Mais on sort un petit peu du sujet initial de la session quand même. Oui, clairement. Mais ça n'empêche que voilà, c'est super agréable qu'il y ait autant de monde qui viennent et qui se pose ces questions-là. Ça prouve qu'il y a des vrais sujets à traiter et qu'il faut qu'on continue à avancer là-dessus à l'ADN. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que du coup, Pauline, on interrompt, puisqu'on avait dit qu'on arrêtait à 14h normalement, hein. Voilà, comme d'habitude. J'arriverai jamais à vous faire tenir à chaque fois. Non, mais tu as bien fait, tu as mis le message pour faire le questionnaire. Je vous propose qu'on clôture. Si ça vous va, sauf s'il y avait d'autres questions, retours d'expérience ou commentaires sur le sujet. Je vous remets le lien du klaxon pour nous faire votre retour, enfin surtout à l'équipe organisatrice, donc leur retour sur cette pause café. Ça prend 1 minute, hein. C'est vraiment très court, donc n'hésitez pas à le faire. Et pour donc vous les voyez parce que les caméras ont été beaucoup coupées, mais vous avez ici les organisateurs de ces pauses café de ce deuxième cycle de pause café sur la sobriété numérique et Green Data. Donc Arnaud, Christian, Elisabeth, Rémi, Simon et Lucas, donc merci, sachant que vous pouvez encore les retrouver au REX. Ils vous en ont pas mal parlé du 11 février. Juste pour ceux qui sont encore là, les prochains événements. Alors pour la communauté data, à noter, vous allez certainement reçu un mail vous précisant que vous êtes invité le 3 février à 18h pour travailler avec les membres qui le souhaitent sur la co-construction de la feuille de route ADN Data pour 2021. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les projets en cours, si vous avez des idées de sujets, envie de vous investir, de contribuer, de faire votre retour d'expérience sur un sujet durant l'année, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous fais suivre l'invitation. Et sur les événements... là, il y a eu des sujets évoqués quand même. Hein. Il y a plein d'idées. En effet. Et sur les autres événements ADN Ouest, donc je vous laisse y jeter un œil, mais vous les retrouvez de toute façon sur le site internet, dans la rubrique agenda et dans la newsletter. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour pour vous y inscrire. Et pour en savoir un peu plus, il y a d'autres événements qui vont arriver sur toutes les communautés et hors communauté. Donc, n'hésitez pas à suivre ça régulièrement. Et puis voilà, merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on vous retrouvera nombreux le 11 février, donc pour la pause apéro.
J'ai du mal avec l'apéro. Trop habituée à la pause café. Et puis d'ici là, à bientôt. À consommer avec modération. Exactement, à consommer avec modération. C'est ça. Et voilà. Donc merci à tous et puis bonne fin de journée.